On peut commencer donc la conférence. Joël, tu as la parole. Le but, c'est de parler du phénomène OVNI, de dire de quoi il s'agit. Bon. Alors, j'imagine que dans l'assistance, il y a des gens qui connaissent la question, et puis d'autres, nettement moins. Il y aurait des millions de choses à dire, et on en apprend tous les jours. Hein. J'en ai encore appris aujourd'hui. Alors, on pourra peut-être commencer par une histoire d'OVNI, qui va illustrer l'idée que c'est pas facile de comprendre ce qui se passe. Alors, je vais vous raconter un événement qui s'est déroulé le 5 septembre 81 à Mansigné. Mansigné, c'est... Je vais peut-être finir par ouvrir... Dans quelle région Mansigné? C'est à une trentaine de kilomètres. Votre lot, on va peut-être y arriver. Je vais bien parce que avec moi il n'est pas gentil. Tiens, ça y est, moi je bravo, ici. merci. Voilà. Alors, Mansigné, ça se trouve... Ah, tu nous as ramené quelques lumières dans la nuit? Oui, bien sûr. Alors... Voilà. Alors, j'ai fait ça dans un des tout premiers numéros que j'ai fait il y a très longtemps. Après qu'on soit allé sur place, Christian G et moi. Ah oui, c'est avant 81 celui-là, c'est un vieux numéro ça. Non, c'est pas avant 81, c'est... 89. Non, c'est en 89, oui. Alors... Je dois l'avoir, celui-là. Je dois l'avoir. Alors, je vais... c'est épouvantable d'être dans cet état, excusez-moi, mais je vous ai pas donné des feuilles. T'as assez de lumière, t'arriveras à lire là, ça va? J'en sais rien, on verra bien. On a des... Non, mais c'est bon. Alors, Sinon, on peut mettre plus de lumière. Voilà. Ouais, on va en mettre une autre. Non, c'est bon. Mansigné, ça se trouve à une trentaine de kilomètres au sud, légèrement ouest du Mans. J'ai là un embryon de carte qui va vous expliquer la chose. Voilà. En jaune, vous avez le Mans. Il y a une route qui descend vers le sud en zigzagant. Mansigné, c'est ici. Et puis là, vous avez une localité qui s'appelle Pont-Valin. Vous verrez, Pont-Valin, ça intervient dans l'histoire uniquement par la gendarmerie. Parce qu'il y a une gendarmerie à Pont-Valin. Les événements se sont passés à Mansigné, dans un endroit qui s'appelle la fosse du Bois-Neuf. Alors ça, c'est le lieu-dit. Hein. Monsieur Clairet, qui était retraité à l'époque, il avait une entreprise industrielle avant, au Mans. Voici une très mauvaise photocopie où vous voyez Monsieur Clairet et son épouse Monique. Alors, ces gens-là avaient une résidence secondaire qui était en fait une petite baraque, enfin une petite baraque, c'est ce que je dis, une petite maison. Hein. Si je me souviens bien, il y avait 2 pièces, peut-être 3 3 pièces, et elle était quasiment en plein bois. Pour accéder à la fosse du Bois-Neuf, il fallait prendre un chemin qui mène à travers les bois, et on arrive à une barrière. Et si on réussit à ouvrir la barrière, c'est-à-dire si on a les clés, le chemin continue, et on arrive à la maison de Monsieur Clairet. Et puis, devant cette maison, il y a un grand champ, et derrière ce champ, à l'ouest de ce champ, il y a une petite colline boisée. Bon, le 5 septembre 81, Monsieur et Madame Clairet recevaient des amis italiens. Donc ils s'étaient amusés, ils avaient discuté toute la soirée. Et puis vers 23h ou 23h30,
ils ont décidé de partir parce qu'ils n'avaient sans doute pas envie de passer la nuit dans cette maison très forestière. Alors ils sont sortis de la petite maison et ils ont vu quelque chose d'étrange. Sortant de la maison, ils ont le champ en face d'eux, et puis sur leur droite, cette petite colline boisée. Et à ce moment-là, ils voient dans les arbres un trapèze lumineux. Et derrière ce trapèze, une masse sombre. Alors Monsieur Clairet est tout étonné de voir ça, et il se dit mais c'est pas possible. Ils ont construit une maison là-bas, c'est en plein bois, il n'y a aucun chemin d'accès, donc il était extrêmement étonné. Il ne comprend pas. Voilà l'aspect du phénomène. Vous avez, ça c'est ce qu'il voit en sortant de la petite maison, la colline boisée, et puis une espèce de truc noir, une espèce de maison, avec une fenêtre trapézoïdale dont la luminosité varie dans le temps. Et puis d'un seul coup, il voit deux faisceaux lumineux blancs que j'avais représentés là, que vous devez voir. Oui, on les voit. Deux faisceaux lumineux au ras du sol. Alors, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Ça rappelle des souvenirs à Marcel Clairet qui avait fait une observation d'OVNI quelques années plus tôt, ici, quelque part entre Pont-Valin et Mansigné. Alors il voit ce truc. Une distance à peu près de combien entre les deux bleds? Entre quoi et quoi? Entre ce bled-là et celui-là. Eh ben, là il y a une trentaine de kilomètres. Une trentaine, oui. Alors là il y en a, je sais pas, 5-6 kilomètres. Absolument. Passé, oui. Alors, donc ça lui rappelle ce qu'il a vu quelques années auparavant. Et il se dit, ça y est, ça recommence, il y a un ovni dans le coin. Alors, ils discutent de ça tous les quatre, et puis ils décident d'aller à la gendarmerie de Pont-Valin. Donc, ils vont dans le village de Mansigné, ils prennent la route de Pont-Valin, et ils arrivent à la gendarmerie, il est 11h30 ou pas loin de minuit. Alors, ils tambourinent à la porte, ils crient, je ne sais pas ce qu'ils font. La gendarmerie est évidemment fermée à cette heure-là. Et finalement, les gendarmes sortent et ils leur expliquent ce qu'ils viennent de voir. Mais avant, il y a un épisode, excusez-moi, que j'ai oublié de vous dire. Quand ils étaient sur la petite route qui va de Mansigné à Pont-Valin, ils ont remarqué en direction, excusez-moi, je vous dis une bêtise, c'est en revenant. Donc, ils vont là, ils expliquent ce qu'ils ont vécu aux gendarmes. Alors les gendarmes sont très intéressés, ce qui est remarquable, hein, mais il faut dire que c'était en 81. Maintenant, quand on va voir les gendarmes pour leur raconter une histoire d'OVNI, ils réagissent rarement de cette façon-là. Finalement, donc, ils s'expliquent devant les gendarmes, et puis ils décident de rentrer au Mans. Alors, pour rentrer au Mans, ils prennent le chemin inverse. Et quand ils sont sur la route Pont-Valin-Mansigné, ils voient en direction du sud-ouest ce qu'ils appellent un bol lumineux éclairé. Alors, vous imaginez un bol, mais ce bol, au lieu d'être en position normale, il est incliné à peu près à 45 degrés, il est lumineux, et ils ont l'impression que, enfin ils voient, disent-ils, ce bol qui monte dans le ciel, et ils se disent, ça y est, c'est l'OVNI de tout à l'heure qui décolle. Alors ils sont dans un état émotionnel incroyable.
Et puis, il rentre au Mans. Le lendemain, monsieur Clairet et son ami italien, Ilvo, je ne sais plus comment, reviennent sur les lieux, parce que ça les inquiète quand même, ils se demandent ce qui se passe. Donc ils arrivent sur les lieux, et là ils trouvent les gendarmes qui sont venus pour examiner le site et éventuellement chercher des traces. Donc ils discutent tous les quatre avec ces deux gendarmes qui étaient, paraît-il, très bien. Et ils racontent aux gendarmes que la veille au soir, en repartant de Pont-Valin, ils ont vu en direction approximative du sud-ouest un bol lumineux qui montait dans le ciel. Voilà pour l'essentiel des faits. Ensuite, dans les jours qui ont suivi, ils sont revenus sur les lieux, monsieur Clairet et les gendarmes. L'ami italien était rentré en Italie. Et ils ont traversé le champ, ils ont escaladé la petite colline, c'est une colline qui n'est pas pentue du tout, et ils sont allés dans le bois pour essayer de voir l'endroit où s'était trouvé le phénomène. Et là, surprise, dans ce bois, il y a une clairière, il y a un espace dégagé qui fait une centaine de mètres de long et 70 mètres de large. Et alors là, stupéfaction, ils trouvent les fougères complètement aplaties, comme si un troupeau de 75 éléphants était venu faire la fête à cet endroit-là. Alors, mais complètement aplati. Il y a des photos que je vais vous montrer. Et les bords de la zone aplatie sont très nets. D'autre part, la zone aplatie, c'est pas un rectangle de 100 mètres sur 70. Ça présente des bras, parce que en divers endroits, la zone aplatie pénètre un peu dans la forêt. Et là aussi, le bord de la zone aplatie est très net. Alors, il se demande ce qui a bien pu faire ça. Il constate la présence d'une poudre grisâtre, blanc-gris, à certains endroits, sur les fougères écrasées, complètement écrasées les fougères, hein, comme si on s'était promené là avec un rouleau compresseur. Alors, ils ne comprennent pas, ni Marcel Clairet, ni les gendarmes ne comprennent ce qui se passe. Et évidemment, ils interprètent ça comme une preuve du fait qu'il y a eu un phénomène extraordinaire qui s'est manifesté à cet endroit-là. Bon, ensuite, je peux vous montrer des photos. Alors, bon, c'est d'une qualité déplorable. Hein. Là, vous avez monsieur Clairet et son épouse à l'endroit où les fougères sont écrasées. Vous voyez, ils ne sont pas dans des hautes fougères, les fougères sont hautes comme ça. Hein. Alors que derrière, vous voyez, c'est très touffu. Ils constatent aussi qu'il y a des tiges qui sont dilacérées, comme dit Christian Jay. Là, vous avez des photos de ces tiges dilacérées. C'est comme si on avait arraché la fougère en la tordant, à la fois en tirant dessus et en la tordant. Tout est filoché au bout, quoi. Voilà, là vous avez deux photos qui montrent ça. Ouais. Ah, ils ne comprennent pas, ils ne trouvent pas d'explication à ça. Bon, quelques temps plus tard, il y a un sceptique, comme on dit en ufologie, qui a été mis au courant de l'histoire et qui a fait remarquer que quand ils ont vu le bol lumineux dans le ciel, la direction qu'ils indiquent correspond très bien avec la direction de la Lune. Et la Lune était... il y avait une moitié de Lune
Donc une moitié de lune, ça peut être pris par des gens un peu en état de choc pour un bol incliné. Oui. Bon, d'autre part, le même sceptique a fait remarquer que la direction dans laquelle ils avaient vu la masse sombre avec la fenêtre, comme ils disent, la fenêtre trapézoïdale éclairée, ça correspond à l'endroit où s'est couchée la Lune. Mais ça colle pas du tout, parce qu'ils ont d'abord vu l'objet dans le bois qui a émis ces deux faisceaux lumineux, et c'est qu'après qu'ils ont vu ce bol, entre guillemets, qui pourrait éventuellement être la Lune. Confondu avec la Lune. Quoi. Alors, là, ce qui est bien dans ce cas-là, c'est que là, on voit vraiment ce que sont ce qu'on appelle en ufologie les sceptiques, hein, c'est-à-dire les gens qui n'y croient pas. qui croient pas. Ça, c'est leur droit plus strict. Hein. Moi, j'ai rien contre les gens qui n'y croient pas, mais les gens qui dénigrent bêtement, comme celui-là l'a fait, c'est quand même un petit peu embêtant. Alors, cet individu a écrit que tout ça s'expliquait par la Lune, avec les justifications que je viens de vous donner, et il a dit une phrase, enfin il a écrit une phrase extraordinaire. Il a dit que quand la Lune est sur le point de se coucher, il est 23h, pas loin de minuit, et il dit c'est à ce moment-là que l'indice de réfraction de l'air est le plus important. Ce qui est, pardonnez-moi l'expression, ce qui est con comme la Lune. Parce que l'indice de réfraction de l'air, il est ce qu'il est. Il varie il varie très peu en fonction de certaines conditions, mais il ne se met pas brusquement à être plus important que d'habitude à ce moment-là. Bon, ce type voulait dire, sans doute, que c'est l'effet provoqué par la réfraction des rayons lumineux qui est important quand la Lune ou le Soleil est bas sur l'horizon. Vous avez sûrement vu des cartes postales où on voit la Lune ou le Soleil très bas sur l'horizon et le bas du disque est un peu aplati. Et finalement, vous vous retrouvez avec une Lune ou un Soleil en forme de bol. Oui, enfin avec la face inférieure relevée. Hein. Bon, autrement dit, il confond l'effet de la réfraction et l'indice de réfraction. Bon, c'est assez consternant. Et d'autre part, il y a l'histoire des herbes, des fougères complètement aplaties, mais d'une manière incroyable. Hein. J'ai vu ils doivent être encore chez moi, oui, les photos. Je m'excuse, Joël, ils sont aplatis, mais en même temps, il manquait un bout, puisque les tiges sont effilochées. Ils avaient été comme coupés. Globalement, elles sont aplaties, oui. Et il y en a quelques-unes, isolées des autres, qui sont dilacérées dans le haut. Alors, vous voyez, dans un cas comme ça, il y a des éléments qui permettent de dire que c'était un ovni, et des éléments qui permettent de se demander si dans le fond ça ne serait pas tout simplement la Lune. Alors, on se trouve très souvent dans des circonstances comme ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas facile de comprendre ce qui se passe. C'est pas facile de recueillir les renseignements à la base, parce qu'il y a des tensions psychologiques entre les gens qui sont certains d'avoir vu un ovni et puis les gros malins qui leur expliquent que mais non, c'est pas possible, c'était la Lune, alors que c'est pas la Lune, c'est autre chose, c'est des lanternes toulousaines ou tout ce que vous voudrez.
Et c'est d'autant moins facile. Thaïlandaise. Oui, mais moi je dis toulousain, ça m'amuse. Alors, c'est d'autant moins facile que le phénomène ovni, apparemment, fait tout ce qu'il peut pour nous induire en erreur. Alors là, j'aimerais vous citer un exemple. Ça s'est passé dans le 95, dans un petit pays qui s'appelle Omerville. C'est vraiment l'extrémité ouest du 95. C'est pratiquement le 76. Quand on est là-bas, c'est déjà la Normandie. Le paysage, c'est la Normandie, il n'y a pas de doute. Hein. Alors, je ne voudrais pas me tromper dans la date. Je vais vous donner la date exacte. Ça s'est produit le 3 mars 2007. Alors, il y a là-bas, à Omerville, une petite exploitation agricole qui est en fait un élevage de bovins. Dans la maisonnette qui sert de ferme, il y avait à l'époque l'éleveur et sa fille. Parce que ce monsieur avait perdu sa femme quelques mois plus tôt. Donc il y avait là, en tout et pour tout, ce monsieur et sa fille. Et vers 1h30 du matin environ, ils sont réveillés par une lumière très brillante, bleue, d'un bleu comme le bleu de la souris. Je peux manipuler la souris, ouais. Voilà, très lumineux. Ils ont décrit un bleu comme ça. Hein. Je représentais ça ici, mais j'avais pas un bleu aussi lumineux à ma disposition. Alors, ce qu'ils voient, c'est quelque chose qui a grosso modo la forme d'un citron, avec les deux protubérances à la même hauteur. Et puis, il y a des feux blancs sur le fond bleu, tout autour, et une rangée de planches à des hublots verticaux blancs. Alors, ils regardent ça, ils se demandent ce que c'est. Alors évidemment, chacun d'eux essaie d'imaginer une solution. Alors c'est complètement immobile et c'est au-dessus du hangar à vaches, au-dessus du... comment on appelle ça? Au-dessus de l'étable. Au-dessus de l'étable. C'est immobile au-dessus de l'étable et c'est très près d'eux, c'est à une trentaine de mètres d'eux à tout casser. Donc ils voient ça, ils se demandent ce que ça peut être. Et puis, à un moment, il y a un des deux, je ne sais pas lequel, qui dit que ça doit être une montgolfière. Seulement c'est une montgolfière qui n'a pas de nacelle, qui est lumineuse avec l'aspect que je vous ai décrit, et il n'y a pas de nacelle. Et puis c'est en pleine nuit. Alors, on n'a pas le droit de se balader en pleine nuit avec une montgolfière, et en plus, il faudrait être fou pour le faire. Il faudrait être complètement cinglé, parce que ce serait très dangereux. À cause des lignes à haute tension. Par exemple. Et en cas d'accident, c'est M. Drouot, qui fait de la montgolfière, qui m'a raconté ça. En cas d'accident, aucune compagnie d'assurance n'accepterait de rembourser les dégâts. Donc, puis en plus, sous une montgolfière, en général, il y a une nacelle, sinon c'est pas une montgolfière. Puis on entend le bruit, il y a le gaz, il y a un bruit. Voilà, attendez la suite. Alors, ils regardent ça, ils discutent, c'est peut-être une montgolfière. Ah ben non, ça peut pas être une montgolfière. Qu'est-ce que c'est bon? Ils ont envie de sortir, mais ils sont pas tellement rassurés. Ils regardent ça par la fenêtre et ils continuent à parler de l'hypothèse de la montgolfière. L'observation dure à peu près un quart d'heure. Et puis au bout d'un quart d'heure, alors que jusque-là tout était silencieux, ils entendent pshhh, et ils voient la chose qui monte un petit peu. Quand vous avez une montgolfière
et qu'on réchauffe avec un brûleur à gaz l'air contenu dans la nacelle, dans l'enveloppe, vous entendez le bruit du brûleur à gaz, puis évidemment la montgolfière prend un peu d'altitude. Alors là, ils entendent ce bruit qui ressemble, si j'ai bien compris, au bruit du brûleur, et le truc monte, puis ça se stabilise, et ils entendent à nouveau pshhh, et le truc monte, et ça continue comme ça, et finalement, ça monte très très haut et ça disparaît dans le ciel. Alors, il y a, vous voyez, dans une histoire comme ça, il y a des éléments qui nous amènent à penser que c'était pas une montgolfière. Parce qu'une montgolfière, ça se promène pas au-dessus d'un hangar à vaches, mais à 5 mètres au-dessus du toit, à 1h30 du matin. D'autre part, ça a une nacelle. Seulement, il y a quand même ce bruit de brûleur qui accompagnait l'ascension du truc. Alors là, on peut être tenté de dire, ça prouve bien que c'était une montgolfière. Alors vous avez des arguments qui prouvent que ça n'en était pas une, et puis vous avez des arguments qui disent que ça en était une. Alors, vous voyez, avec un phénomène qui se comporte comme ça, vous imaginez les situations que ça peut créer. C'est pas tellement étonnant qu'on en soit là où on en est, c'est-à-dire dans un état de déliquescence et de délabrement de l'ufologie. Le phénomène donne des arguments à ceux qui nient son existence. Des arguments de désinformation. Aimé Michel a écrit à la grande époque, les ovnis, c'est une réalité déguisée en mensonge. Moi, c'est une phrase que je trouve lumineuse, parce que c'est quelque chose qui fait semblant de ne pas être là, ou plus exactement, qui produit des apparences telles que les gros malins qui savent tout pourront toujours dire que c'est de la bêtise, que les témoins étaient sous, etc. Alors, un autre argument, enfin il y en aurait beaucoup, il y aurait énormément de choses à dire. Un autre argument qui va dans ce sens-là, c'est que très souvent, dans les observations en milieu urbain, vous avez un seul témoin qui fait connaître ce qu'il a vu, et puis il devrait y en avoir au moins 50 ou 300, ou beaucoup, parce que c'est en milieu urbain et qu'il y a beaucoup de monde là. Or, on recueille beaucoup d'observations faites en ville par des personnes qui racontent ce qu'elles ont vu, mais il n'y a pas d'autres témoins pour corroborer ce qu'elles ont vu. Dans l'entourage, il y en a peut-être, mais ils ne veulent pas se mouiller, ils ne veulent pas le dire. Ah ben oui, mais alors c'est-à-dire qu'il n'y en a pas, quoi, parce qu'un témoin qui ne parle pas, c'est pas vraiment un témoin. Enfin, il a peut-être vu, mais on ne saura jamais. Alors, bon, alors là, je pourrais vous citer des exemples à l'appel pendant des heures. Je pense à une jeune fille à Asnières qui a vu une nuit, elle avait un petit balcon, elle dormait dans une chambre avec un petit balcon qui donnait sur la rue. Et une nuit, elle est sortie sur le petit balcon et elle a vu un triangle noir, très fin, pratiquement sans épaisseur, une simple plaque triangulaire, noire, de, si je me souviens bien, 1 mètre de côté ou guère plus, qui est passé très près d'elle. Et ça, c'est à Asnières. Bon, à Asnières, c'est pas le désert quand même, hein. On pourrait imaginer qu'il y a eu d'autres témoins. Bah non, il y en a un seul. J'ai eu un truc avec Fabrice Curlier que tu connais pas. Ah ouais, Fabrice Curlier, oui. Où j'ai filmé 6h du matin, c'est-à-dire une heure où les gens commencent à aller bosser, où commence à y avoir du monde dans les rues
un engin qui passait, très lumineux, très visible. Et je lui ai demandé si au journal ils avaient eu des échos. Et zéro. On a renouvelé l'expérience plusieurs fois ces dernières années. À chaque fois, pratiquement, j'ai pris des choses au moment où il y avait du monde dans la rue. Et jamais il y a eu un en témoignage de recueilli. Jamais. Comme s'il y avait C'est incompréhensible. Oui, madame. Je peux intervenir à Ben, ce je vous stade en prie. Mais sinon, je préférais le faire à la fin, mais là, je suis obligée Moi, je d'intervenir. fais ce que vous voulez. D'accord. Phoenix, Arizona. Ça vous Oui. dit quelque chose? Oui, Ah oui. oui, oui, oui. 2000 personnes. Bah oui. 2000 Même le kilomètres. maire, Oui. ok, qui s'est fait après virer à Ils cause ont de ça. tourné ça en dérision au Voilà. début. Voilà. Oui. Paris et la région parisienne en 95. Il y a eu à peu près 500 personnes qui ont témoigné. L'histoire Un du gros gros objet, triangle, là. gros triangle qui se Comme un déplaçait. terrain de football, là, qui se Voilà, un déplaçait. vrai Oui, terrain de oui. football. Oui, oui. En 95. Alors 95, je suis pas très sûre, mais c'est dans 90 les, aussi, il y a c'est eu dans les ça. 90, c'est dans les années 90. 90. C'était un C'est dans soir. les années 90, C'était un soir. vers Oui, 19h. vers 19h, Voilà, c'est ça, 19h15. c'est ça. Alors c'était le lundi 5 novembre 90. Voilà. Voilà, Exactement. voilà, Alors, voilà. Moi, je suis un obsédé du 5 novembre 90. Il a été vu à côté d'Amiens aussi. Oui, en même énorme, temps. Ouais. énorme. Oui, Et il y a énorme. plein de gens qui ont... Comme un terrain de football. Un terrain de Ah, football. Et le GEPAN ne reconnaît pas, ça Non, doit faire mais une si demi-heure, je le peux, je peux juste dire un truc, Mais je vous en prie. et je vais me placer comme une étrangère, ok, Oui. qui arrive en France. Je viens de passer, enfin il y a un petit moment déjà, mais j'ai passé 20 ans aux États-Unis. Ok. Oui. Ah, vous en avez de la chance. Oui, si on veut. Enfin, il y a des bons aspects, puis des. Vous voyez, je suis là, je suis revenue. Oui. Donc bon, donc il y a une raison. Bon, mais non, mais c'est très bien les États-Unis. Il y a plein de merveilleux aspects, et justement par rapport aux ovnis. Il y a quand même énormément d'équipes qui recherchent et qui. Oui. Et quand j'étais à New York, je faisais partie d'une d'entre elles. En fait, celle de New York, qui Ah s'occupe oui des ovnis. Ah oui. Alors il y a eu aussi ben une ça- chaîne de télé. Il y a eu une chaîne de télé qui au tout début du Discovery Channel, Oui, c'est ok, Oui. aux États-Unis. Quelqu'un. Ah, bouge pas, j'y vais. Au tout début, Notre ami ingénieur. ils nous ont passé plein de films qui étaient interdits auparavant. Notamment ce qui avait été pris par les astronautes, vous avez dû en entendre Oui, parler. oui, oui. Où on La voit- mission Apollo, là. Par exemple, les 13, et puis il y en a eu d'autres aussi, où ils ont pris secrètement et après ça a été nettoyé, etc. Et les gens achetaient les films sous le manteau, etc. Et on voyait bien les mothership avec les petits chips, enfin, mothership, je sais pas comment l'appeler. Le vaisseau mère, vaisseau mère. Le vaisseau mère. Vaisseau Le vaisseau mère. mère. Vaisseau mère. Bon, et aussi plein d'autres formats, parce qu'ils sont nombreux et divers. Bon, après, il y a toute la théorie des grilles, etc., Roswell, etc. Bon, il y en a différentes sortes, etc. Bon, la plupart, enfin la grande majorité des grands scientistes américains disent que c'est sûr qu'il y a des ovnis. Oui. Maintenant, ils le disent tous. Ah, mais Et ils le reconnaissent. ils le reconnaissent. En plus, mathématiquement, statistiquement, dans un univers tel qu'on l'a, c'est impossible qu'on soit seul. On peut pas le nier. C'est impossible qu'il n'y ait pas d'autre forme de vie. Si quelqu'un s'y connaît un petit peu en maths, il comprend que c'est impossible. Donc, à chaque fois que j'ai un abruti qui me contredit, je prends voilà, je dis voilà, il y a un tel, puis lis ce bouquin, informe-toi, il y a longtemps qu'on a dépassé ça, etc. Je pense que, bon, on a l'impression d'être un peu en mission spéciale, mais les gens ont des cerveaux endormis par l'ambiance C'est terrible. de tellement vouloir appartenir au groupe et dire la même chose et pas faire de vagues, etc. Alors ça, c'est ce qui est bien aux États-Unis, c'est qu'on apprend le contraire. Que là-bas, au contraire de dire les choses et d'essayer de... Je l'amène là parce qu'elle s'arrête pas de sortir dans la rue. Je vais la mettre avec moi. Attendez, bougez Quand pas. même, c'est en train de s'ouvrir. là. C'est en train de s'ouvrir, c'est en train de s'ouvrir, je pense. Alors en tout cas, bon, je ne sais pas si vous avez les chaînes du câble, mais il y a 3 chaînes du câble en ce moment en France qui sortent les films sur les ovnis tout le temps là en ce Oui, moment. oui. Vous avez vu donc Ça du coup n'arrête j'étais pas. un petit peu, alors bien sûr à une époque il y avait je sais plus Jean-Claude Bourret ou je sais plus qui s'occupait de Ah, ça, c'est un etc. précurseur, C'était un Jean-Claude Bourret, c'est un aux années précurseur. 75, hein, Oui, c'est- des années 70, démarré, oui. Ah oui. Mais enfin, je pense que maintenant, en plus comme ils reprennent des films d'autres pays, par exemple au Mexique, il y a eu
plein de choses qui ont été Bien découvertes. sûr. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup intéressée, parce que quand je revenais des États-Unis, que je venais en France et que je rencontrais des gens et qui me donnaient des informations, c'est qu'il y avait carrément des cartes de France avec le passage des ovnis et qu'on voyait un tracé particulier. Et après, je me suis intéressée à la géologie des terrains. Et c'était en général le long de failles où on avait du calcaire et du granit. Oui. Et certains types de failles. Bon, Il y a des donc, mines de silicium, il y a par des exemple. mines de silicium, Voilà. par exemple. Ça, les gens Alors, il y en a savent. qui ont eu qui parlaient d'antigravitationnelle force qui pourrait, etc. Enfin, il y a eu toutes sortes de théories là-dessus. Mais enfin, c'est intéressant de voir qu'en France, il y a quand même des gens qui savent qu'il y a des cartes qui sont faites. Donc, il y a la grande masse qui est dans le cirage total. Et En il y a des France, gens on qui- essaie de tuer les ufologues et de désinformer. Voilà ce qu'on fait Et en même France. temps, Oui, c'est mais il parce faut qu'il y a tuer les tellement de- ufologues. Oui, mais il faut pas le regarder comme ça. Oui. Il faut pas Moi, je le m'en regarder occupe pas comme ça. de ceux qui Parce sont que si vous pensez comme, enfin, je suis désolée, là, Ouais. j'ai l'impression Ouais. d'être une espèce de On va pas faire missionnaire, trop longtemps, de mais- missionnaire. parce que là, on fait- Mais je pense que au contraire, il faut rester positif, clair, bien dans ses chaussures et puis pas être négatif par rapport à ça. Pas Parce que être, sinon, je sais pas si désarçonné par ceux qui n'y croient pas. Voilà, c'est On ça. s'en fout d'eux. On est dans une situation qui est très négative. Alors, qu'est-ce que c'est d'être positif dans une situation Non, mais négative? parce qu'il y a aussi plein de gens qui commencent maintenant à s'ouvrir. Bah écoutez, moi, oui, alors bah, Oui. vous avez de la chance, moi j'en Oui, moi, je connais, trouve j'en que vois c'est- quelques-uns, mais Moi, je pense. Oui, oui, moi aussi. ça représente une toute petite De portion plus de en la plus. population. De plus en Oui. plus. Et puis vous avez le GEPAN qui répand une désinfo Oui, oui. incroyable. Mais je trouve que ça marche plus autant qu'avant. Bah, moi, je trouve que Le plus il géant, mente, le mufon, c'est à plus il cache exclure. quelque Ça, chose. c'est zéro. Pardon. plus il mente et plus il cache quelque chose. Oui, bien et les sûr. gens commencent à... Parce que derrière tout ça, il y a, Ouais, il y a bien une sûr. un gros mensonge depuis des Ah, il y a, il y a des années. un mensonge énorme. Parce qu'ils sont là depuis longtemps, les Ah, c'est extraterrestres. complètement certain. Oui, le GEPAN aussi, il est là depuis Alors, je longtemps, voulais- un peu trop. ouais. Je voulais juste finir j'aurais dû- en vous oui. disant que j'ai eu 2 sightings, moi, dans ma Ah vie. oui, oui. Alors, je me dis que quelqu'un autour de la table a sûrement dû voir quelque chose à un moment donné. Oh, Non tous les jours. Oui, enfin, un peu Souvent, spécial. on a fait plusieurs Mais observations oui, quand même. intéressantes. Bon. Moi j'ai vu en Arizona des 8 boules près d'un Mais attendez, terrain. Catherine, je vais vous arrêter Je là. vais juste finir. Non, 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 Joël, il il faut un peu de continue la discipline, conférence. parce que Bon, attendez, d'accord, vous voilà, allez je dirai finir. tout à l'heure alors. Mais après, Je dirai tout à ça l'heure. serait mieux, parce qu'on Ouais, je dirai tout à l'heure. carrément, là, Je c'est dirai une tout à l'heure. conférence. Bah, ça Pas de m'intéresserait de noter Oui, après, les oh, observations. D'accord. Moi aussi j'aurais une histoire à vous raconter à la fin. Après, Ah oui, sinon, d'accord. on va bien. pas être, D'accord. on va jamais finir la conférence. Voilà, on va Ok. le laisser finir Ok. sa Bon, On laisse conférence. finir. On laisse Vous me finir. dites ce Non, que non, je tu dois faire. continues, vas-y. Non, vas-y, Et Joël. après, on passera à... Alors, à propos des observations qui sont faites en ville, par un témoin unique, alors qu'on comprendra très bien qu'il y en a 150, il y a un truc dont je voudrais vous parler, ça s'est passé à Lens, il y a pas longtemps, je connais pas la date par cœur, hein, mais c'était il y a 4 ans, peut-être 5 ans. Dans un quartier de Lens où il y a plein d'immeubles gigantesques, il y a un monsieur qui habitait, je crois, au dernier étage de son immeuble et qui était un passionné d'astronomie. Et il avait une lunette et ce soir-là, il s'est dit, chouette, il fait beau, je vais regarder les étoiles. Donc, il installe sa lunette sur son balcon. Alors devant lui, il a une grande avenue avec des immeubles imposants des deux côtés. Et puis il voit arriver face à lui un truc noir qui rase, enfin noir, vous allez voir, pas noir partout. Un truc sombre, en tout cas plus sombre que le fond, qui arrive vers lui en rasant les immeubles pratiquement. Alors il regarde ça, il comprend pas ce que c'est. Le truc continue à s'approcher, et puis il voit que ça a une forme triangulaire, et dans chaque angle du triangle, il y a un V lumineux, peut-être bleu ou blanc, je ne sais plus. Bon, donc il y a ces 3 V lumineux qui délimitent les pointes du triangle, et le truc
arrive au-dessus de lui, et puis finit par remplir, peut-être pas tout son champ visuel, mais une grande partie, et il se dit, oh là là, c'est pourvu que ça touche pas l'immeuble, ça touche pas l'immeuble, et ça disparaît derrière. Alors, je voulais vous parler de ce cas-là parce qu'il est révélateur de plusieurs choses. D'abord, le gars a appelé sa femme et il lui a expliqué ce qu'il venait de voir. Et sa femme lui a dit « Oh, arrête tes bêtises, tes trucs là. » Alors, il avait le... Bonsoir monsieur. Il avait le sentiment qu'il allait revoir ça. Alors il dit à sa femme, mais viens, on va peut-être le revoir. Ah non, tu m'embêtes, moi je sors pas, il fait froid, etc. Elle l'envoie carrément balader, alors qu'il avait vu un truc monstrueux. Bon, dans un cas comme ça, c'est pas compréhensible qu'il y ait eu un seul témoin, parce que bon, c'était le début de la nuit. Habituellement, il y a beaucoup de monde dans la rue, il y a des voitures. Là, il n'y avait rien du tout. Et il a remarqué, ce monsieur, que quand le triangle est passé au-dessus de lui, il n'entendait pas un bruit. C'est-à-dire que non seulement la chose ne faisait pas de bruit, mais le fond sonore ambiant était complètement anéanti, étouffé. Et ça, c'est une caractéristique qui n'est pas présente dans tous les cas de venir, loin de là, mais enfin qu'on retrouve dans de nombreux cas. Moi, l'ufologie, j'en ai vraiment complètement ras-le-bol. Mon projet, c'est d'arrêter le plus vite possible, mais j'en ai tellement fait que je trouve que ce qui est intéressant, c'est pas d'imaginer, de faire des suppositions, des prétendues hypothèses que jamais on pourra vérifier, mais c'est tout simplement d'écouter ce que les gens disent, de noter tous les éléments qu'ils fournissent, et de voir, de comparer les témoignages entre eux. Pour moi, l'ufologie, c'est ça. Au-delà de ça, moi, je suis pas là, j'existe pas. Hein. Aller sur le terrain, contrôler quand même. Ah ben, faire une seconde enquête sur le terrain. Contrôler tout ce qui est contrôlable. Ouais. Alors ça, oui. Hein. Aller à la pêche aux informations, aller vérifier ce qui est vérifiable, et puis comparer les choses entre elles. Alors là, je vais vous parler de... j'appelle ça l'effet coton. Je vais vous dire pourquoi. Cette atténuation des bruits ambiants. Il y a beaucoup d'exemples de ça. Là, je travaille à une petite liste, une liste, pour l'instant elle est petite, mais les petites choses finissent par grandir. Une liste de cas de cet effet coton. Alors, le mot coton, il est employé par bien des témoins qui vivent ça. Ça s'est passé à Gay, par exemple. À Gay, c'est dans le Var, c'est au bord de la mer. Il y a quelques années, il y a longtemps, hein, il doit y avoir une vingtaine d'années, il y a un monsieur dont je ne dois pas dire le nom, parce qu'il ne souhaite pas qu'on dise son nom. Hein. Ses initiales, c'est J.A.D. Il a un prénom qui n'est pas courant, il s'appelle Jean Aubert. Alors, ce monsieur Jean Aubert D. Était soit en terminale, soit en première année d'études supérieures, scientifiques, et il passait ses vacances dans la maison des parents d'un copain à lui. Et ils étaient partis à une fête ce soir-là, et il rentrait chez les parents du copain par un petit chemin, pas très loin du bord de la mer. Et brusquement, ils ont vu 4 triangles lumineux. Bon, je vous passe la description, parce que bon, je pourrais vous la donner, mais ça nous fera peut-être perdre un peu de temps. Ils voient ces 4 triangles, il y en avait 2 qui étaient côte à côte,
qui se touchaient par un sommet, et puis il y en avait 2 autres derrière. Hein. Ça faisait une plaque carrée de 4 triangles. Alors, il voit ce truc-là qui arrive, et puis à ce moment-là, les bruits de la nature disparaissent complètement. Or, en été, bon, vous savez, si vous sortez dehors en début de nuit, il y a tous les grillons qui jouent de la musique. Les oiseaux. Les oiseaux, oui, enfin, puis il y a les chiens qui aboient. Puis il y a une route pas loin, sur la route, il y a des bagnoles qui passent. Là, il y a un silence total. Et monsieur J.A.D. a écrit dans le compte-rendu qu'il m'a passé, c'était comme si on parlait dans du coton. Il a essayé de dire à son copain, regarde ce truc, qu'est-ce que c'est? Mais il avait du mal à entendre sa propre voix. Bon, cette plaque de 4 triangles est partie vers le nord-ouest. Et à ce moment-là, les bruits sont revenus. Les grillons ont commencé à se faire entendre, les chiens aboyaient, etc. Alors, bon, il existe quantité d'autres exemples. Alors, j'essaie de passer d'une caractéristique du phénomène à une autre. Un trait important, je crois, dans beaucoup d'observations, c'est l'attitude des gens, leur réaction. Monsieur J.A.D. a dit à son copain, mais t'as vu ce truc, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces machins qui sont passés là? Et puis on n'entendait plus rien. Et son copain, alors bon, j'ai pas assisté à la scène, hein, mais en gros il lui a dit, ouais, oh bah non, écoute, oui, bah, c'est rien. J.A.D. lui dit, comment ça c'est rien? Mais enfin, t'as pas vu les 4 triangles là qui sont passés? Et puis on n'entendait plus les chiens aboyer, on n'entendait plus rien. À l'autre lui dit, mais ouais, mais non, mais moi j'ai rien vu, on n'a rien vu, arrête avec tes salades. Alors bon, ils se sont pratiquement chamaillés. Le copain de J.A.D. était dans un déni total de la chose. À tel point qu'il lui a dit, je te préviens, tu ne parles plus de ça, parce que ça commence à bien faire. Alors qu'ils avaient été tous les deux témoins de la chose. Ce genre de réaction, qui est complètement anormale, on le trouve dans beaucoup d'observations. Alors, il y a